C'est parti. Donc, au niveau des actualités, approbation pour la vente de 6,5 milliards de dollars de Bitcoin. Donc forcément, bah, ça fait chier. Voilà, ça fait de la pression vendeuse. Donc ça devrait arriver sous peu. D'ailleurs, on sait à l'époque qu'il y avait un individu qui aurait cédé ces fameux bitcoins au gouvernement. On ne sait toujours pas qui c'est. Voilà. Bon, on sait également que Trump avait promis de faire sortir de prison, comment il s'appelle, Ross Ulbricht, voilà, le fondateur de la marketplace Silk Road. Va-t-il tenir sa parole? J'ai un doute. Personnellement, je le souhaite à Ross, mais bon, voilà. Ça va être compliqué. Pour ceux qui connaissaient pas l'histoire, voilà, Ross Ulbricht, c'est quelqu'un de très, on va dire, libéral. Il a monté cette fameuse marketplace Silk Road à l'époque qui permet d'acheter absolument tout et n'importe quoi. Donc forcément, la drogue, des armes, d'autres types de services un petit peu malveillance max. Et du coup, bah, il s'est fait attraper et il a pris la prison à perpétuité, je crois. Ça fait plus de 10 ans qu'il est en prison. Et donc Trump, qui a eu pendant pendant sa campagne l'occasion de tout ramener à lui, a dit je vais vous donner la liste Epstein, je vais faire sortir Ross Ulbricht de prison, patati patata. On va compter les promesses et à mon avis, on va avoir quelques déceptions. Après, peut-être que je suis mauvaise langue, hein, mais bon, en général, il y a un vrai décalage entre les promesses politiques pour obtenir le pouvoir et ce qui se passe quand ils ont le pouvoir. Au-delà de ça, il y a aussi une pression qui vient de l'extérieur parce qu'un gouvernement, en tout cas en Occident, c'est pas une grande dictature, donc des fois ça ne dépend pas que de lui, mais bon, on verra. Ensuite, j'enchaîne. Donc, on a la commission bancaire du Sénat américain qui crée la première sous-commission crypto. Donc, l'idée, bah, c'est d'avoir une commission dédiée à la crypto, avec des gens qui sont pro-crypto pour s'en occuper, avec, on va dire, en vitrine, Cynthia Lummis, qui est justement quelqu'un de pro-crypto, qui avait fait d'ailleurs une proposition pour vendre une partie des réserves d'or de la Réserve fédérale américaine pour acquérir du Bitcoin à la place, ce qui peut être vu comme une folie, on va dire, pour l'ancien monde. Quelque chose qui fait sens pour moi. Après, forcément, je suis biaisé, je suis pro-crypto. Attention, cependant, la nomination de cette fameuse Cynthia Lummis, ça se fera la semaine prochaine, donc on verra si ça se fait. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est la politique et le lobbying qui est autour. On sait qu'on a différents acteurs du marché crypto qui ont financé un petit peu ce lobby, notamment Circle qui a donné $1 million en USDC d'ailleurs à l'inauguration de Trump. On sait également que Ripple aurait donné $5 millions et on a également du Kraken, du Robinhood, du Hondo dans la boucle. Donc petit à petit, voilà, le secteur privé crypto, on va pas dire corrompt, c'est pas le bon mot, on va dire fait les yeux doux au pouvoir pour pouvoir faire avancer le sujet crypto. Et sujet crypto qui va être au centre parce que si, il y a eu beaucoup d'engouement, pour la crypto, tout le monde a dit: «Ah, il y a que des pro-crypto au gouvernement, machin, la réserve de bitcoin qui arrive, machin». Si, à court terme, ça bouge pas très, très fort sur la crypto et qu'on voit pas des agissements, je sais pas comment le marché va réagir, mais attention parce que là, ils envoient beaucoup de sauce sur la crypto. Faudrait pas non plus, que ce soit juste des mots et des paroles parce que, bah, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup d'attentes et le marché va peut-être pas apprécier. Tu sais que j'ai été choqué. Je parle avec ma mamie qui a la quatre-vingtaine, hein, qui regarde du coup beaucoup la télé, tu vois, et qui me dit tu as vu le Premier ministre du Canada, Trudeau, il a sauté, il pourrait être remplacé par je sais plus qui est pro-crypto. Et c'est elle qui me dit qui est pro-crypto. Je fais ah ouais, d'accord. Bon, bah très bien. Très bien, s'il se passe des choses en Occident, en tout cas du côté américain. Donc on va voir tout ça. On va voir et puis surtout, on espère que c'est positif du côté du marché parce que si ça se trouve, on se monte encore la tête et puis on va se faire secouer. Ensuite, je vais vous parler de Solayer. Alors, j'ai eu l'occasion de vous en parler rapidement dans des lives en perso, pas lors d'une masterclass. Je vais vous demander d'être très attentif. Alors, Solayer qui devient mon nouveau chouchou. Voilà, Solayer qui historiquement est un protocole de restaking comme Eigenlayer en fait. Hein. Voilà, sur Solana qui avait eu une belle hype. D'ailleurs, ils ont 400 millions de dollars de sol qui sont déposés sur leur protocole de restaking. Donc, rappel, qu'est-ce que c'est le restaking? Eh ben, c'est de mettre à disposition du staking d'un jeton donné, en l'occurrence Solana, pour pouvoir sécuriser autre chose que le protocole. Donc, en l'occurrence, ici, ce serait sécuriser différents services. Et là où Solayer innove un petit peu, c'est que quand on regarde Eigenlayer, par exemple, Eigenlayer, c'est, on va dire, une couche technique pour lancer des services par-dessus, mais c'est pas une infra. Il propose aussi effectivement un semblant d'infra avec EigenDA, mais c'est pas une infra complète, on va dire. De ce que je comprends, Solayer, ils veulent mettre à disposition une infra beaucoup plus complète. Donc l'idée, c'est quoi, selon moi, parce que j'ai lu le light paper, d'accord? Je pense avoir compris pas mal de choses. J'ai lu ce qui s'est passé sur Internet, mais il y a encore beaucoup de choses à parler. Et
Je parlerai de Soon, Crypto Addict, t'inquiète pas. En gros, l'idée, selon moi, c'est de se dire comment on fait pour faire la blockchain la plus puissante qui existe sans avoir à réinventer constamment la roue. Tu peux partir d'une base Solana. Sauf que Solana, tu as différents bottlenecks. Déjà, tu as un système qui va être multi-client. Aujourd'hui, Solana tourne principalement sur un client logiciel qui s'appelle Agave. Bientôt, il y aura Agave et FireDancer, puis Agave, FireDancer, Syndica, etc., etc. Et du coup, ça peut créer certaines formes de bottleneck, de dépendance, etc. Également, au niveau du requirement hardware sur Solana, on le sait, il faut quelque chose comme 12 cœurs, 16 cœurs, peut-être que ça passera à 32 plus tard au niveau du processeur, et une certaine quantité de RAM. Voilà. Solayer, ils sont arrivés, ils ont fait la suite logique des choses. On en a parlé dans des émissions précédentes. En gros, alors laissez-moi vous trouver le light paper de Solayer sur GitHub. Voilà, celui-là. En gros, l'idée, c'est de vous dire, bon, bah, d'habitude, on vous dit, il faut un bon processeur. Généralement, on met pas de carte graphique dans un validateur de blockchain. On met de la RAM, on met un SSD puissant, une bonne connexion Internet, fin. Bah, eux, ils imposent déjà de passer soit à de la carte graphique, soit à du FPGA pour le SIG Verify, d'ailleurs il y a une faute d'orthographe, c'est-à-dire la vérification des signatures. Très souvent, la vérification des signatures, c'est un bottleneck dans la blockchain. Voilà, c'est même un des plus gros bottlenecks sur la blockchain. Donc, si tu peux pas avoir un processeur suffisamment puissant, il faut passer sur du hardware dédié à ça. D'où carte graphique ou FPGA, en sachant que ce sera très probablement du FPGA, parce que le FPGA, c'est un composant qui permet de faire des tâches très précises, quasiment comme un ASIC, avec une consommation d'énergie moindre. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, digérer les transactions. Ensuite, il va y avoir la partie planification et routing des transactions. Et là aussi, on nous parle de FPGA. SDN, je crois, c'est un routeur. Et du coup, bah, ça fait qu'on met du hardware dédié. Voilà, on met du hardware dédié. L'intérêt, c'est d'augmenter la puissance et de réduire la latence. Et ça va leur permettre aussi de pouvoir répartir mieux les tâches d'exécution. Donc, on va encore plus loin dans la parallélisation des transactions. Donc, la promesse de Solayer, c'est, en tout cas dans les tests, ils ont été capables de faire entre 900 000 transactions par seconde et 16 milliards de transactions par seconde. Voilà. Donc, on sait très bien qu'on n'aura pas tout de suite du 16 milliards de transactions par seconde, mais ça risque d'être vraiment, vraiment puissant. Et du coup, l'intérêt, c'est quoi? Eh ben, c'est que comme de nombreux AVS et GainLayer, comme MegaETH, comme SooNetwork, comme Layer N qui est devenu N1, c'est de pas avoir à ressortir un jeton qui sert au staking et donc se retrouver dans une situation où au début, bah, tu fais un petit peu pitié parce que forcément, tu es face à du Ethereum, du Solana, du NIR, etc. En gros, l'idée, c'est de se dire, la sécurité économique, c'est Solana avec le Sol. Enfin, nous, Solayer met à disposition un layer d'exécution ultra puissant. Par contre, ils vont bien sortir un token qui s'appellera le token layer, qui sera dans un premier temps un token de gouvernance et qui servira probablement à plus de choses après. Donc, on sait qu'ils ont levé 12 milliards d'un côté, ils vont encore relever d'un autre côté. Il y a même une community sale qui se passe en ce moment même pour les intéresser, parce que souvent, on vous parle de pré-sale, on vous parle de private sale, ce genre de choses, et vous dites comment je fais moi aussi. Voilà. Donc, avant de commencer, ceci n'est pas un conseil d'investissement, vous connaissez la chanson, mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de garantie de résultat. On reste sur un marché qui est extrêmement volatile. On peut se faire fumer à tout instant. Donc, quand on investit sur quelque chose, on prend un risque. Voilà. Maintenant que ça, c'est clair, eh bien, il y a un nouveau Launchpad, en tout cas, je ne le connaissais pas avant, qui s'appelle Buildpad, qui propose une community sale. Alors, je m'excuse pour ceux qui vont m'écouter sur YouTube. Ce sera déjà trop tard. Ce sera pour les gens qui nous écoutent en live actuellement. Ça va se passer ce lundi. Donc lundi 13 janvier à 11h heure française. Et donc comment ça va se passer? Eh bien en gros, vous allez sur le site le site de Buildpad /Solayer. Ils vont vous demander de connecter votre wallet, de faire un KYC. Une fois que vous avez les fonds préparés, vous pouvez miser entre 100 et 2000 dollars dans ce cas très précis. En gros, ils ont une limite imposée de 10,5 millions de dollars qui peut s'étendre jusqu'à 21 millions de dollars. De ce que j'en ai vu récemment avec Capet qui donne de l'alpha et va m'empêcher de in. Non, Picsou, tu vas in, je vais in, nous allons in, vous allez in, ils vont in. Non, je rigole. Bref, de ce que j'en ai compris, alors j'essaie de vous retrouver le tweet qui dit les choses proprement, correctement. 2 secondes, il y a 2 tweets, voilà, plus cette page-là. Voilà, donc page explicative. Comme ça, vous avez les infos. N'hésitez pas à relire ce qui est dit. Encore une fois, c'est pas
C'est pas un conseil d'investissement, c'est que des trucs comme ça, vous allez en voir toute l'année. Je sais pas combien de temps ça va marcher, si ça va continuer de marcher, mais c'est intéressant. Parce qu'en fait, ça vous permet de rentrer à une valorisation qui est un petit peu plus intéressante que tout ce qui s'est passé courant 2024. Donc en gros, on nous dit, voilà, vous faites votre KYC, vous préparez votre capital, donc soit en USDC, soit en USDT, soit en Sol, soit en WIF, soit en banque. Ça, c'est vous qui choisissez. Perso, je vais in avec du Solana. Ensuite, une fois que votre capital est prêt, il va falloir attendre la fameuse date, donc 13 janvier, 10 AM UTC, donc normalement c'est 11h heure française. À ce moment-là, ça va vous demander de lier un compte X et de mettre une adresse email. Ils ont apparemment une protection anti-Sibyl, donc vous amusez pas à créer plein de comptes, à part si vous savez vraiment ce que vous allez faire. Comme pour MegaETH, comme pour Silencio, comme pour Fuel récemment, je m'attends à ce que très très rapidement, ce soit Fuel. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont dit entre 10,5 millions et 21 millions max. S'il y a 21 millions qui est commit, ils arrêtent directement la sale et ça vous permet de in à une valorisation de 350 millions de dollars en sachant que vous aurez accès à 100% de vos jetons directement au lancement du jeton. On ne sait pas quand sort le jeton. On ne sait pas si c'est l'an prochain, on ne sait pas si c'est cette année, etc. On n'a pas d'informations. Voilà. Pour ce qui est du 350 millions de dollars, moi, personnellement, j'ai considéré que c'est une bonne affaire dans le sens où on a vu du movement se valoriser à plusieurs milliards de dollars. On a vu des layers 2 sur Ethereum se valoriser à quelques milliards de dollars pour certains. Voilà. Moi, je considère que c'est honnête, surtout pour avoir les jetons directement. Donc, moi, ce à quoi je m'attends, c'est que à 11h tout pile, c'est quasi fil. À 11h03, 11h05, c'est terminé. Donc moi, je vais être devant mon PC. Je suis même pas garanti de pouvoir in absolument. Voilà. Et après, pour la sortie des jetons, j'espère que ça se passera le premier trimestre. Mais voilà. Donc moi, j'ai décidé de in. C'est très très rare que je me laisse envoûter comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un peu misé sur un des premiers gros layers de Solana. On va appeler ça une extension de réseau. C'est-à-dire que ça profite de la sécurité économique de Solana, mais ça propose des performances supérieures à Solana et ça fonctionne avec un wallet Solana comme Phantom. Maintenant, il faudra qu'il y ait les applications. En fait. Pour les données, donc ça nous annonce du 1 million de transactions secondes, voire plus. Bon, ça, on verra dans les faits, hein, bien sûr. Donc, très très intéressé par ça. Ensuite, voilà, Ethereum Pectra qui devrait arriver, je l'espère, premier trimestre 2025. Peut-être un peu plus tard sinon. Donc, augmentation de l'espace pour les blogs. Pour les blobs, il nous parle de 2 fois plus d'espace pour les blobs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand tu vas sur L2Bit, tu vas dans Activité et que tu vois que tu as ta base et puis tu as le reste dans le rétroviseur. En fait, ce qui se passe, c'est que base prend la majeure partie de l'espace des blobs parce qu'il y a la demande en face. Et on va pouvoir doubler cet espace, donc doubler le nombre de transactions par seconde. C'est toujours ça de prix pour l'écosystème Ethereum. Et donc, ça devrait se répercuter plutôt positivement sur les frais. Mise à jour qui est ultra attendue. Solana a son Fire Dancer, Ethereum a son Pectra, et pour les blobs et les Layer 2, ça va être très très cool. Un petit peu plus d'infos sur Fuel. Là, c'est pareil, tu vois. Fuel, justement, ils avaient fait une levée de fonds sur Légion. Eux, je crois que c'était à 200 millions de FDV. Contrairement à beaucoup d'autres, moins de buzz, mais les gens sont quand même en positif. Hein. Je crois on est à 500 millions de FDV. Ah, on est redescendu. On est redescendu à 400. Donc Fuel qui est un layer d'exécution, c'est-à-dire c'est une machine virtuelle différente de celle d'Ethereum, de Solana, de Suaptos, etc. Ils ont fait leur propre machine virtuelle adaptée à la parallélisation des opérations. Et donc, ils nous annoncent que si vous lancez un roll-up Fuel Ethereum en postant sur la DA d'Ethereum, donc dans les blobs, vous pouvez taper 600 transactions par seconde max actuellement, probablement 1200 avec la prochaine mise à jour, et jusqu'à 5000 quand il y aura, je pense d'ici 1 an et demi, 2 ans, plus d'espace pour les blobs. Et si vous lancez un roll-up Fuel en postant sur un alt DA comme Egun DA, Celestia ou autre, on peut monter jusqu'à 150 000 transactions par seconde parce que justement, c'est un layer d'exécution extrêmement puissant et que, en fait, en soi, Fuel est capable sur le papier de faire du 150 000 transactions par seconde. Le problème, c'est qu'il n'y a pas l'espace de blob sur Ethereum pour pouvoir le faire. On n'a pas encore vu MegaETH, on a vu vite fait Movement. Fuel va être intéressant à surveiller parce que ça a l'air d'être des bons développeurs. Malheureusement, cependant, comme c'est une machine virtuelle à part avec un langage de programmation à part,
bah, les gens doivent apprendre ce langage, créer une application dessus et profiter de cette puissance de 150 000 transactions par seconde. Et pour le moment, j'entends pas trop parler de Fuel d'un point de vue écosystème. Je sais pas toi, Aigri, mais bon. C'est pas trop ça, hein, que ce soit communautaire, applicatif et tout ça, c'est pas au niveau de la tech, hein, c'est très bien, bah, tu montres la TVL, c'est une bonne illustration aussi. En termes d'application et en termes de communauté, ils ont beaucoup de mal. Sur la tech, c'est super, par contre le reste, c'est beaucoup plus compliqué. Donc s'ils ont une chose à bosser, c'est plutôt là-dessus. Ouais, bah c'est un peu la même problématique que Starknet en fait, hein, voilà. Sauf qu'ils sont sortis un peu après le buzz des Layer 2 et que du coup, il y a que les vrais OG et les farmers d'airdrop qui sont dessus. Mais je vais quand même surveiller parce qu'ils ont fait du très très bon boulot. C'est un beau layer d'exécution et je leur souhaite vraiment que ça se passe bien, honnêtement. Ouais, en termes d'infra pure, il y a rien à dire. Franchement, c'est pour l'avoir, quand même étudié un petit peu, c'est vraiment sympa. C'est juste, ouais, le côté où ils sont arrivés, bah, un peu en retard par rapport à ce qui se fait à côté et toutes les applications ont déjà un peu choisi, leur cheval. Tout à fait. Ensuite, au niveau de la roadmap Starknet, parce que ben voilà, on est en 2025, hein, donc ça avance. On devrait avoir normalement pour février 2025 la Stateful Compression qui devrait améliorer les perfs, mais surtout Kero Native qui devrait être très 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 sympa, qui devrait, je pense, doubler voire tripler les performances du réseau. J'ai vu un petit tweet de Federico que j'ai pas totalement compris, mais qui nous explique qu'ils ont réussi à appliquer des grosses optimisations sur Kero Native. Ça peut être sympa. Alors, je vous explique. En gros, aujourd'hui, Starknet ne gère pas le VM, donc c'est difficile pour les développeurs habitués à l'écosystème Ethereum de déployer des applications sur Starknet. Ils devaient initialement nous dégainer fin 2024 le VM, après ça s'est un petit peu retardé, et puis ils nous ont finalement fait un communiqué pour nous dire ouais bon ça arrivera pas tout de suite. Pourquoi en réalité? Tout simplement parce que si Kakarot sortait actuellement en l'état, ça taperait entre 1 et 10 transactions par seconde. Donc les gens testeraient, ils diraient oh là c'est nul, c'est lent, alors que Starknet nous ont dit que c'était ultra performant et tout. Tout le monde se foutrait de leur gueule, bad buzz, fin de l'histoire. Donc pour éviter ça, Kakarot fait sa petite vie de son côté, va essayer de bosser avec plein de layers 2 EVM, donc très probablement du Optimism, peut-être du Base, du Arbitrum, etc., etc., pour pouvoir continuer de faire évoluer sa stack technique. Dans le même temps, il y a de nombreuses optimisations qui vont être faites au niveau de la stack Starknet et aussi au niveau de Kakarot. Le but étant, je pense, je suis pas dans leur tête, mais je vous dis juste la logique des choses, de sorte à ce que Kakarot soit capable de taper quelques dizaines, voire centaines de transactions par seconde. Sur les benchmarks, sur les dunes, sur les, tu sais, tous les sites internet où tu peux voir les transactions par seconde en temps réel, que quand les gens voient Starknet, ils voient que Starknet est capable de taper des centaines, voire des milliers de transactions par seconde. Parce que sinon, bah, c'est la honte, voilà, qu'on se le dise. Les gens sont attachés à ce genre de métriques et du coup, c'est bad buzz. Donc, ça pourrait commencer à avancer à partir de février avec Kero Native sur Starknet et puis je m'attends courant 2025 à ce que le VM arrive sur Starknet. Donc, si le VM arrive, on va avoir plein d'applications qui vont pouvoir se redéployer sur Starknet. Et puis, ça va aussi faciliter l'interopérabilité avec de nombreux bridges qu'on connaît bien. Donc, ça va permettre de faire venir des nouveaux users. Ça va permettre de faire venir plein de jetons EVM et peut-être d'autres jetons aussi avec certains types d'intégration. Donc, ils en ont besoin et j'ai même envie de dire, il faut qu'ils se minent le cul parce que là, ils n'ont pas du tout le vent en poupe, hein, Starknet. Hein. C'est comme Fuel. J'adore la tech. On a une proximité avec eux, mais là, il y a un timing market qui est hyper important. J'ai eu l'occasion d'en discuter, je crois que c'était avec Kirill. S'ils se minent pas le cul, bah, le marché va leur glisser sous le nez et puis les gens vont regarder du movement, du risque zéro, du succinct, des trucs comme ça, et ils vont même pas les calculer, et ce serait dommage. Ensuite, est-ce que tu as suivi ça, toi? Les nouveautés sur ElisaOS, c'est quelque chose que je regarde pas mal. Le compte i16z, du coup, qui est directement celui de ElisaOS. Je regarde beaucoup ce qui se fait. J'ai pas eu le temps de regarder tout en détail. J'ai vu que Hugo, qui doit être dans le chat, un développeur français, avait son plugin qui avait été accepté avec Iris. Il me semble que tu as eu un échange Ouais. avec lui en plus Ouais. sur ce qui permet en gros d'avoir une communication on-chain avec Iris, qui est une data chain basée sur Arweave, qui permet donc directement d'aller demander les données qui sont on-chain et pas juste se rattacher à des requêtes HTTPS. C'est ce que je me souviens de ce que Hugo m'a expliqué. Mais ça avance fort du côté de ElisaOS et
complètement, il faut complètement dissocier, la poussée du jeton. Je vais revenir dessus quand je vais discuter de ce qui s'est passé avec un truc autour des agents IA récemment. Ça a un petit peu alimenté un FUD, mais grosso modo, là, les retracements qu'on connaît sont des retracements qui sont, juste, liés à la surspéculation qu'on a eu récemment, plus tout qui Ouais. corrige et cetera. Mais en termes de fondamental, mon avis ne change pas sur, Elisa qui build toujours fort. Tu parles du coup de AI16Z. Ah, il est plus dans le top 100, c'est fini. Ah, il a pris son -50 depuis le top, comme Virtual. Ils ont des corrections qui sont un peu similaires à quelques pourcents près. Virtual a topé autour de 5 et il est à 2,60 et Elisa a top autour de 2,50, il est à un peu plus d'1 $. Donc voilà, ils ont pris pareil, une bonne correction, une belle mandale. Ils avaient bien performé et jusque-là, c'est normal. Mais en termes de fondamental pur, le plugin Elisa continue, de vraiment se développer, de continuer d'attirer les gens. Je crois qu'on était à plus de 350 intégrations / pull request sur GitHub. Donc, en termes de Ok. communauté qui développe, ça n'a pas bougé d'un iota et ça reste très très fort. Alors GitHub, c'est Elisa Elisa OS, pull request 115 avec des petits 115 plugins à gauche à ouvertes, droite. plus il faut compter celles qui sont déjà faites. Il y a Close. 1500 au total Ouais, et 1440. ça avance fort. Drama usual. Drama usual compliqué. Pour faire très court. En gros, il y a un stablecoin appelé USD0 qui est indexé sur le dollar. Et il y a un deuxième produit qui s'appelle l'USD0++, qui n'est pas un stablecoin, qui est un produit un peu compliqué. En fait, j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est des produits, je les comprends pas correctement. Mais pour faire très court, voilà, il y a des gens qui ont joué l'airdrop déjà il y a un petit moment, qui ont donné de leur stablecoin pour obtenir de l'USD0, qui ensuite ont stacké leur USD0 pour obtenir de l'USD++ pour choper du rendement, et qui se disaient, bon bah voilà, l'USD++, c'est en paire avec le dollar américain, ça vaut 1 et basta. Il en va de même pour les gens qui font de la DeFi, que ce soit sur Mofor, que ce soit sur Pendle, etc. Ils se disaient, bon bah voilà, c'est safe, c'est peg 1 pour 1. Voilà. Et c'est important de garder en tête cette logique de 1 pour 1. Donc, il peut se passer plein de trucs dans un marché, tu vois. Moi, j'ai beau l'avoir lu pendant plusieurs jours cette semaine, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé. La seule chose que j'ai compris, c'est que avant l'USD 0++ était fixé à 1 $, hardcodé à 1 $, et puis il y a eu une petite décision de la part d'Usual de dire, bon, bah maintenant, le floor, il sera plus à 1 $, il sera à 0,87 $. Donc, le marché, il a directement pricé l'information. L'USD 0++ a des pegs, et ça a mis dans une situation délicate les gens qui ont pris des risques sur l'USD 0++. Donc, le DPEG qui est allé au point le plus bas à peu près 90 centimes, qui est actuellement autour des 0,94. Et donc, il y a beaucoup de gens qui l'ont mal vécu, ce que je comprends totalement. En fait, pourquoi ça a été mal vécu? Parce que déjà, imaginons, je sais pas, tu avais de l'USD 0++, tu te prends une perte sèche de plusieurs pourcents sans comprendre pourquoi, tu te dis what the fuck. Voilà. Mais c'est surtout tous les gens qui ont fait de la DeFi avec des espèces d'effets de levier, et c'est là où je m'excuse parce que c'est pas un sujet que je maîtrise. À chaque fois, la DeFi, je vous dis, c'est pas un sujet que je maîtrise. En fait, ils se sont retrouvés dans une situation avec de la mauvaise dette à se faire dézinguer, en fait, se faire dézinguer par le protocole, et ils l'ont pas vu venir. Parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que quand tu prends ce genre de décision qui est importante, on va dire, il y a un communiqué avant, où il y a au moins un vote de gouvernance. Là, tout le monde a été surpris, même les partenaires du Usual ont été surpris de ce que j'en ai compris, comme MEV Capital. Alors après, c'est parti dans des grosses théories du complot, étant donné qu'un des cofondateurs d'Usual, Adlik Takalbatay, est aussi actionnaire de MEV Capital, donc c'est parti dans des délires, est-ce qu'il y a eu des délits d'initiés, etc. MEV Capital s'est défendu en disant qu'ils n'ont pas été mis au parfum de ce changement arbitraire de floor, voilà. Donc c'est parti dans tous les sens. Voilà, c'est parti dans tous les sens et ça casse la tête. Ça casse la tête parce que le projet Usual a été fondé par Adlit Takalbatay avec également Pierre Persson qu'on connaît bien, qui était, on va dire, le responsable crypto d'une certaine façon pour le gouvernement et pour le gouvernement Macron, du coup, qui a quitté le monde politique pour rentrer dans le privé. Que vous ayez toutes les informations en main. Moi et Picsou, on connaît personnellement Pierson, on s'entend bien avec lui. On connaît personnellement Adli, on s'entend bien avec lui. Et moi, quand j'ai vu ça personnellement, je vais pas parler pour Picsou, ça m'a cassé les couilles. Je me suis dit, pourquoi vous avez fait ça, les gars? Pourquoi vous avez fait ça, les gars? Franchement, ça passe vraiment mal. Donc, il y a des gens qui sont très fâchés, qui veulent les attaquer. Je sais pas ce que ça va donner. Moi, ce que j'ai un petit peu mal perçu, et je vais m'arrêter sur cette parenthèse-là parce que j'aime pas parler de sujets que je maîtrise pas. Je vais juste vous donner mon ressenti perçu. C'est, oh, mais on vous a jamais dit que c'était un stablecoin. C'est écrit que c'est pas un stablecoin. Fallait lire la doc. Ça, franchement, ça passe pas.
Ça passe pas du tout, tu vois. Fallait lire la doc. Quand il était question de prendre 1,5 milliard de TVL sur le projet, ça posait pas de souci que les gens lisent pas la doc. Mais bon, l'après-coup, c'est que ça passe vraiment pas. J'ai bien entendu pas toute la maîtrise du sujet et que si j'étais un roi de la DeFi, peut-être que je l'aurais vu venir. Mais tu vois, c'est un petit peu comme le sujet Luna. C'est-à-dire que, tu vois, Luna, t'avais des gens qui disaient que ça allait mal finir. T'avais beaucoup de gens qui ont sizé dessus. Et puis une fois que ça s'est très mal passé, tout le monde est venu sur Internet. Ah ben, c'était sûr que ça allait finir comme ça. Ah bah c'est sûr qu'après coup, c'est facile d'ouvrir sa gueule. Ah là, c'est sûr que c'est facile. Mais j'ai vu, je pense, personne voir le coup venir. Et maintenant que c'est arrivé, des grands traits de Twitter, ah bah c'était sûr que ça allait arriver. Donc voilà, il faut doser aussi. Ensuite, Backpack rachète FTX EU et s'implante en Europe avec une licence de produits dérivés. Donc pour faire très court, parce que là aussi c'est compliqué. Vous savez, FTX avait des filiales un petit peu partout, dont FTX Europe. De ce que j'ai compris d'ailleurs pour les clients FTX, ceux qui ont créé depuis l'Europe un compte avant une certaine date, ils sont rattachés à une filiale. Ceux qui ont créé un compte après une certaine date sont rattachés à la filiale FTX de EU. Et du coup, Backpack, qui a été fondé par un ancien employé de FTX, qui s'est fait rug la gueule par FTX, a racheté FTX EU, je crois, pour 20 millions. Le but étant d'avoir du coup une structure technique, parce que le sous-jacent technologique de FTX était plutôt bon. Et l'idée, c'est de pouvoir lancer rapidement une activité en Europe avec la possibilité d'avoir des produits dérivés, peut-être potentiellement des effets de levier, etc. Donc pour ceux qui connaissent pas Backpack, c'est un wallet qui est tip-top. Franchement, sur PC, sur mobile, il est tip-top. Peut-être même mieux que Phantom encore. Ils ont aussi du coup un exchange. Et l'idée, c'est d'avoir un produit all-in-one avec wallet, exchange, etc. Comme c'était le cas avec FTX à l'époque. Parce que FTX, ils avaient sorti l'exchange. Ensuite, ils avaient racheté, je crois que ça s'appelait Blockfolio. Ils ont renommé ça FTX Pro. Et du coup, voilà, tu as une petite intégration entre wallet et exchange. Et ça peut bien rendre. Ensuite, la ville d'Auxerre devient un laboratoire pour l'adoption du Bitcoin en France grâce à CryptoXR. Pour faire court, Max, le frérot, organise pour la 3e édition un petit événement crypto, même un moyen gros événement crypto à Auxerre. Et pour pousser le vice encore plus loin, il s'est rapproché de pas mal de commerçants dans la ville d'Auxerre pour leur proposer d'intégrer le paiement en Bitcoin. Donc il semblerait qu'il y a environ 40 commerces qui vont pouvoir accepter le Bitcoin dans la ville d'Auxerre. Et de ce que j'en ai compris, pendant l'événement qui va se passer fin janvier, le CryptoXR, la ville d'Auxerre sera un petit peu au thème de Bitcoin, donc ça va être plutôt cool. Nous, on y va. Moi, j'y vais. Pixou y va. Aigri y va. Je crois que Victor Crypto y va. Je crois que Irine y va. Donc ça va être plutôt cool. Voilà, donc si ça vous intéresse, je me permets de faire la pub parce que c'est les copains, honnêtement. Je trouve que c'est fair. Et Max qui est un GOAT, hein, qui on voit, qui veut vraiment régaler tout le monde. Il a fait gagner plein de places, il assure le coup et c'est vraiment quelqu'un de super gentil. Si jamais vous êtes pas loin, que vous avez le temps et que vous avez les moyens d'acheter votre petit ticket, qui en plus de ça est pas spécialement cher pour les 2 jours, ça peut être un événement vraiment cool. Regardez le programme, il y a vraiment plein de gens sympas, il y aura des tables rondes, il y aura des stands, il y aura plein de trucs cool. Donc si jamais si vous êtes pas loin et que vous avez un moment, regardez, ça peut valoir le détour. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.